Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Il y a une quinzaine d'années, je m'amusais à faire une série d'articles sur l'histoire des mers, puis un ouvrage à ce propos. Aujourd'hui, je prolonge le plaisir en faisant des petites séries de vidéos. Et aujourd'hui, les prédécesseurs des mers, à la veille de la Révolution. Au XVIIIe siècle, les différentes paroisses, communes, prévôtés, villes, communautés villageoises ont perdu l'essentiel de leurs compétences et sont en crise financière, en réalité plus ou moins depuis la fin de l'époque médiévale. La principale victime en est le maire, ou l'équivalent selon le territoire, au profit d'omniprésents intendants et leurs représentants, employés à faire tourner une machine administrative étatique, déconcentrée, mais incapable de se réformer. Le maire, à cette époque, est rarement élu, contrairement à ce qui s'était passé dans certains des siècles précédents. Bien souvent, désormais, il a acheté son office, ou en a hérité. Parfois, il demeure désigné, mais toujours sur un système censitaire, par les notables ou les corporations. Parfois, il est désigné par l'intendant. Ça dépend. En tout état de cause, il est juridiquement devenu un exécutant. Il n'est plus le décideur qu'il avait été, même si là aussi la pratique demeure variée. Le maître réel de l'administration locale, c'est l'intendant, agent de l'État ou son délégué, même si évidemment d'autres acteurs existent, le fermier général et le gouverneur, bien sûr. Aidés par des subdélégués, des commis, les intendants ont la réputation d'être efficaces et au fait des réalités locales. Sous leur férule, d'ailleurs, l'administration locale de l'État progresse en général en qualité sur les décombres des administrations communales faillies. Mais cette centralisation, un peu déconcentrée, glisse vite vers la thrombose. Citons Tocqueville, dont le constat aurait pu encore être fait dans la France des années 70, peut-être même un peu après. Les villes, dit Tocqueville, pour parler de cette époque-là, ne peuvent établir ni un octroi, lever une contribution, hypothéquer, vendre, plaider, à fermer leurs biens, les administrer, faire un emploi à l'excédent de leurs recettes, sans qu'intervienne un arrêt du Conseil du roi sur le rapport de l'intendant. Tous les travaux sont exécutés sur des plans et d'après des devis que le Conseil du roi a approuvés par arrêt, etc., etc. Voici un texte édifiant qui montre la centralisation vaguement compensée par un peu de déconcentration, mais ça remonte souvent à Versailles, et le fait que du coup, Tocqueville finit par dire que l'Assemblée démocratique de la paroisse pouvait bien exprimer des vœux, elle n'avait pas plus de droit de faire sa volonté que le conseil municipal de la ville, elle ne pouvait même parler qu'après avoir sollicité la permission expresse de l'intendant, fût-elle unanime, elle ne pouvait ni s'imposer, ni vendre, ni acheter, ni louer, ni plaider sans que le conseil du roi le permît. Il fallait obtenir un arrêt de ce conseil pour réparer le dommage que le vent causait au toit de l'église ou relever le mur croulant du presbytère. Diable! Le système donc s'essouffle et souffre de cette thrombose et l'efficacité de l'intendant n'en est qu'un palliatif en réalité. Et surtout, ceci va se heurter aux difficultés nées de la vénalité des offices. En effet, la monarchie, gangrénée par la crise financière et déstabilisée par l'instabilité ministérielle, se laissera se figer son administration locale. Elle s'attelle surtout à continuer de vendre de nouveaux offices pour apporter quelques deniers à l'État. On a vu lors de la vidéo précédente que ce qu'il restait des libertés communales ou des communautés villageoises ou paroissiales pour le monde rural avait été petit à petit remplacé par des systèmes de reprise en main par l'État, et l'État n'avait eu de plus grande urgence que de vendre des offices pour récupérer des sous à cette occasion. C'était un mauvais expédient évidemment, puisqu'à long terme, ça fait plus de salaires à payer, de l'argent utilisé pour acheter un office qui est détourné de l'investissement productif, et une administration archaïque avec des officiers qui avaient acheté leurs offices et qui n'étaient pas forcément extrêmement motivés. Les subdélégués des intendants faisaient le travail. Oui, sauf que eux aussi, petit à petit, finissent par acheter leurs offices. Ce qui n'est pas plus gage de qualité que d'obéissance hiérarchique vis-à-vis de l'intendant. Sans compter que la corruption progresse d'autant plus que derrière, les traitements sont de moins en moins souvent versés aux fonctionnaires. Pourtant, à la même époque, les États outre-Rhin ou britanniques avaient commencé à se libérer de tout ceci pour mettre en place une fonction publique hiérarchisée, recrutée au mérite et dignement rémunérée. La France n'arrivait pas à mettre ceci. Pourtant, il y avait des tentatives de réforme. L'inefficacité, la paralysie de ce système devient vite évidente. La tutelle de l'intendant va être de temps en temps d'être réformée, mais difficilement. La fin des vénalités des offices a donné lieu à des valses hésitations considérables. Rien que pour l'office de maire, qui avait été généralisé en tant qu'office en 1692 et en 1704, va être supprimé et recréé 3 fois en 30 ans.
Des réformes plus nettes s'imposaient. Laverdy paraît apparemment réussir par un édit de 1764 une réforme tout à fait révolutionnaire. Il prévoyait que les maires et le corps de ville seraient élus pour une durée de 4 ans avec des nombreuses compétences qui allaient d'ailleurs en plus varier selon la taille de la collectivité. Ah, sauf que dès 1771, le roi fait machine arrière, l'élection fait peur. Turgot, aidé par Dupont de Nemours en 1775, propose un système complexe sur le décombre de ce qui avait été détricoté, avec une gestion par une assemblée municipale qui gère des affaires communes élues par les propriétaires et des domaines techniques qui demeurent par contre pour les officiers de l'État, pourquoi pas. Sauf que Turgot ne réussira pas à imposer ses idées au roi. Ça va être expérimenté notamment par Necker dans le Berry, en Haute-Guyenne, à Moulins, et des timides expériences n'ont pu être étendues, on n'a pas réussi à les généraliser en dépit des efforts de Calonne en ce sens. En 1787, un édit instaure des municipalités partiellement élues. Vous voyez, ça progresse petit à petit, mais on avance, on recule, avec quelques attributions, notamment fiscales, sous l'impulsion de Loménie de Brienne. Mais ce système qui juxtapose aux communes et aux communautés préexistantes, donc un système de municipalité, conserve encore bien des archaïsmes. Et puis, de toute manière, en 1789, tous les réformateurs attendent beaucoup de la réunion des États généraux, d'autant que Necker est revenu aux affaires. Mais oui, mais très vite, ce n'est plus de réforme, ce n'est plus d'évolution dont il va être question, mais de révolution. Nous verrons ça dans nos prochaines vidéos, donc à bientôt. Merci, au revoir.